C'est cette phase-là de vraie recherche. C'est ça qui est fascinant, quoi. C'est vrai que je trouve beaucoup mon inspiration dans les tableaux. Je regarde absolument pas les défilés, les hautes couture, machin. Ça me touche pas particulièrement. Petite pause. Hop, tu regardes ça, tu t'arrêtes, t'es là. Oui. Enfin, juste, c'est... Et j'en sais rien si ça va m'inspirer ou pas. Mais c'est juste beau et faut s'arrêter et juste profiter et regarder. Et puis après, ça fait du bien, quoi. Bah oui, ça nourrit notre âme. Ouais, là, c'est ralentir, prendre le temps et créer un à côté où il y a une respiration, en fait, au-delà de la mode, au-delà de... Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au Village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour Marthe, bonjour les auditeurs de Qu'est-ce que la mode. Donc, pour mettre dans le contexte, on est installé dans ton atelier boutique. Tout à fait. Passage tu as fait au sein du Village des créateurs, donc merci pour l'accueil. Avec plaisir. Et bienvenue donc sur Qu'est-ce que la mode. Merci. Depuis le temps que je me dis j'ai envie de te recevoir, je voulais discuter avec toi de plein de sujets justement dans ce cadre de Qu'est-ce que la mode sur cette fameuse question. Mais bon, j'ai un mot-clé je me suis dit ça va m'aider à canaliser notre conversation et donner un thème un peu à cette discussion, c'est la créativité. Quand j'ai découvert ta marque et tout ça, je me suis dit mais waouh, c'est un laboratoire d'expérimentation et j'aime trop ça. Dans ton quotidien, tu confectionnes des vêtements, des accessoires, tu chines tes matières et tes fournitures. Ça, c'est une sacrée différence aussi. Et puis tu peins ou tu retravailles en fait les surfaces de tes créations. Oui, il y a un gros travail de revalorisation. C'est ta marque éponyme, donc Marthe Duval. Tout à fait, en toute simplicité. Toute simplicité, exactement. Et ça fait 3 ans, c'est ça ? Non, plus ? Ça fait... non, ma marque, je l'ai créée en février 2021. Ah ouais. Donc ça fait 1 an et demi, même pas, quoi. Ah ouais. Ça, oui, c'est tout bébé, hein. Avant, j'ai fait du freelance pendant 6 ans et demi. Ouais. Mais la marque, il y a vraiment... C'est un baby, hein. Ouais, mais c'est top. 1 an et demi et t'es déjà du coup dans un atelier boutique et en C'est contact assez fou. avec ceux que tu habilles aussi. Donc c'est assez fou. Mm. Mais justement, donc ça fait 1 an et demi que tu es donc directrice artistique, styliste, mais surtout modéliste. Tout à fait. Je fais tout, je suis un vrai couteau suisse. Mais modéliste, justement, c'est un métier rare. Quand je réalisais que voilà, je voyais de plus en plus de postes pour enseigner le modélisme, dans des marques. Et ils sont de plus en plus rares. Et tu fais partie de ces rares perles. Donc, est-ce que c'est par là que tu as commencé ? Bah, en fait, j'ai commencé en faisant autant styliste, modéliste que couturière. Sachant que j'ai une grosse affection pour le modélisme. Parce que pour moi, c'est là où tout prend vie. Où toutes les idées qu'il y a dans la tête sur des dessins, des croquis, etc. Ça a beau être concret, parce que ça reste un dessin, donc on se rend compte du vêtement. Le modélisme, pour moi, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte des techniques ou des difficultés, de ce qui va se passer sur le papier. Parce que moi, du coup, je travaille que sur papier, je travaille pas en digital. Ouais. J'ai pas de logiciel, etc. C'est vraiment feuille blanche, mon équerre, mon crayon à papier, et c'est parti. Et pour moi, c'est passionnant. Alors que j'étais pas du tout prédestinée à la base à faire du modélisme. J'ai fait une formation de modéliste pour compléter ma formation de couturière, pour justement comprendre comment créer un vêtement avant de le monter. J'avais besoin de comprendre la racine du vêtement, quoi. Et en fait, j'ai adoré faire ça. Moi qui me suis absolument pas mateuse,
parce que c'est énormément de maths, c'est Ouais, beaucoup de géométrie dans géométrie. l'espace de machin. Parfois, c'est un peu un enfer, mais moi, je trouve ça fascinant. C'est vraiment de la minutie, c'est le tout début du vêtement, de la concrétisation du vêtement. Je trouve ça fascinant. Ouais, c'est là où passe en fait du plan au volume. Et du coup, c'est une vraie gymnastique, on va dire, intellectuelle, des fois de s'imaginer, de tester. C'est complètement. des fois des pièces d'études, c'est ça pour tester des coupes, des découpes. C'est ça. Et ça passe par beaucoup de toiles, beaucoup de protos, beaucoup de ratés. Mais c'est fascinant aussi parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la pièce qu'on avait en tête depuis des mois, bah ça y est, en fait, elle existe, même si c'est pas dans le tissu final, même si c'est pas parfait, etc. Bah, elle est devant nos yeux et puis c'est parti pour faire les retouches et les machins. Et je trouve ça génial, ça me fascine. Ça fait plaisir justement d'entendre ça parce que on croit que, enfin, on connaît beaucoup plus stylisme, tout ça, la créa, mais en fait la créa, elle naît justement comme tu dis ici, c'est la jeunesse du produit et donc les prises de tête certes, mais justement c'est là où tu as toute ta créativité en fait pour toi qui émerge, qui éclot ou... Bah, c'est surtout que je ne sais absolument pas dessiner. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, je ne peux pas la mettre à plat dans un dessin parce que enfin, vraiment c'est un enfer sur Terre, je ne sais pas dessiner. Et du coup pour moi c'est vraiment la concrétisation de mon idée que je rumine dans mon cerveau depuis des semaines ou des mois. Et c'est à ce moment-là que ça va se passer. Et c'est là où c'est hyper excitant, où je vais pouvoir me dire, bah, en fait, non. Ou alors, en fait, bah ouais, mais c'est incroyable, ça tombe super bien, nanana. Et la recherche de matière qui va avec. Et bah, du coup, s'il y a de l'épaisseur, il va falloir que je mette un peu plus de marge, un peu plus d'ampleur pour que le vêtement passe, etc. Pour moi, c'est le début de ma création, en tout cas, parce qu'il y en a qui fonctionnent pas du tout comme ça. Et qui ne savent pas faire du modélisme ou n'aiment pas ça. Et du coup, eux, ils sont... plus sur le dessin de mode, le dessin technique, et après ils filent le boulot à un autre modéliste et c'est pas leur problème, ils aiment pas ça. Et il y a beaucoup de gens qui détestent le modélisme parce que ouais, c'est un peu c'est technique quand même. C'est technique, c'est un peu prise de tête, enfin c'est pas hyper créatif dans le concret, parce que concrètement on est sur une feuille de papier, un crayon à papier et des règles c'est pas le moulage où tu vas aller sur ton mannequin et faire plein de trucs et faire des pinces et des machins. C'est un peu plus matheux, quoi. C'est un peu plus plat, littéralement, parce que c'est du patronage à plat. Mais c'est un délire. Et je comprends très bien les gens qui n'aiment pas ça. Et comment t'as appris? Alors, tu disais que tu t'étais formée à ça, mais entre ta formation et aujourd'hui... Il y a un grand chemin qui s'est passé depuis. T'as expérimenté, tu t'es testé en quelque sorte dans d'autres marques. J'ai fait des formations professionnelles. J'en ai fait 3 en un an sur l'année scolaire 2015-2016. C'était des mini-formations entre 2 et 4 mois. Où c'était effectivement, j'ai fait formation couture, sur mesure féminin et modélisme. Et à partir de là, je me suis complètement lancée en freelance. Parce que je voulais pas... J'ai jamais vraiment voulu être salariée, rentrer dans une boîte, ça m'intéressait pas. Et puis je me sentais pas du tout bien dans ce cadre-là. Et du coup, je me suis dit, freelance, c'est la meilleure option. Comme ça, je vais pouvoir voir un peu tous les panels des métiers de la mode et des marques différentes, travailler avec des gens différents. Des produits différents. Des produits différents, parce que j'ai fait autant du prêt-à-porter éthique que de la robe de mariée, que du sur-mesure masculin. Enfin, j'ai un peu touché à tout. J'étais pas forcément bonne dans tout, mais au moins j'ai un peu touché à tout pour voir ce qui me plaisait, qu'est-ce que je pouvais prendre dans chaque expérience pour m'auto-former entre guillemets et en ressortir quelque chose d'intéressant, même si j'avais jamais vraiment eu pour but d'ouvrir ma marque, ou alors je le savais pas, c'était complètement inconscient. Je sais pas, ou alors j'avais très peur, ce qui est probable aussi. Je sais pas, je m'étais dit profite de ce statut de freelance pour tout tester. Que ça te plaise ou non, au moins tu vas prendre les bonnes choses et les mauvaises choses et tu vas les transformer et tu vas faire un truc cool. Trop bien. Voilà. Et du coup, trop bien. Voilà. Et justement, donc t'en es là, Marthe Duval, donc marque pour ta marque. Quand je regarde tes collections, justement, je me dis j'ai l'impression que comme je te disais en off, c'est un laboratoire d'expérimentation, quoi. Et justement la revalorisation, en commençant par cette approche de l'upcycling. Donc c'est
ultra tendance en ce moment, Ouais. tout ça. Ouais. Moi-même, il y a 6 ans, j'en avais fait dans l'atelier, même 7 ans maintenant. On Ouais. ramait un petit peu parce que personne connaissait, Ouais. voilà. Ouais. Mais toi, comment tu as trouvé l'équilibre justement entre éthique, parce que c'est un vrai engagement côté matière, tout ça, enfin, Ouais. réalité économique aussi et créativité. En fait, ça a toujours été une évidence. Parce que depuis toute petite, je baigne dans la seconde main. Mes parents m'ont toujours habillée chez les Emmaüs, etc. Ouais. Chose que je n'aimais absolument pas parce que j'étais petite et que je voulais m'habiller comme mes copines. Mais maintenant, vu qu'avec le recul, je me dis, mais heureusement qu'ils m'ont inculqué ça, si tu veux, parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement naturel chez moi. Je m'habille jamais en première main, je sais pas si ça se dit, mais en neuf. Je m'habille jamais en neuf. C'est soit de la seconde main, soit des créateurs qui sont dans l'upcycling, justement. Et ça a été, je sais pas, ça a été super naturel. J'étais assez avertie assez tôt des effets un peu néfastes de la pollution dans la mode, etc. Et puis surtout les quantités de choses qui sont jetées tous les ans. Pour moi, c'était une évidence d'essayer de trouver une solution, parce qu'il y en a aussi plein d'autres solutions, de trouver une solution à réduire la production de tissus, à réduire la production de mercerie, etc. Et je sais pas, c'est venu super naturellement. Puis c'était aussi le fait de revaloriser quelque chose qui était voué à être jeté, qui me faisait super mal au cœur, parce que c'est des tissus de 50 mètres. Et Enfin, des super belles matières. Et des super belles matières. D'aller voir ton site internet, mais enfin, c'est des super belles matières. Mais c'est des matières qui viennent des maisons LVMH. Qui veulent les jeter parce que c'est de l'ancienne collection où il y a un mini défaut que toi-même tu vois pas, mais eux ils le voient. Et tu te dis, c'est quand même dommage, quoi. Ouais. Tous les efforts qu'ils ont mis pour créer ces tissus qui sont d'une qualité incroyable, que ce soit de la soie ou autre chose. Tu te dis, mais c'est quand même trop bête, quoi. Pourquoi vous voulez les jeter? Et c'est là que, heureusement, il y a des entreprises qui se sont créées, qui vont venir faire l'intermédiaire entre les maisons de couture et les petits créateurs comme moi, pour essayer justement de revendre le dead stock et de trouver une solution plutôt que de brûler le tissu sans aucun intérêt, alors qu'on peut très bien faire un truc super cool derrière, quoi. Mais chacun a du coup justement ses exigences et ses quantités aussi. On se dit, nous avec 50 mètres, on peut rien faire. En fait, nos clients et notre espace de distribution est tel que 50 mètres, ça nous fait rien du tout, quoi. Ouais. Ah bah oui, donc ça sert à rien. Donc oui, du coup, là c'est l'éthique, mais il y a aussi justement la réalité économique. Comment c'est possible en fait d'upcycler et de rester aussi juste, enfin, de pas se mettre à la poussière, parce qu'en fait, tu te dis, là t'as 50 mètres. Après 50 mètres, c'est mort, quoi. Enfin, en fait, t'en as plus, t'as plus de produit. C'est ça qui est cool. Ouais. Moi, j'adore ça, mais après, tu peux trouver des dizaines de rouleaux du même tissu et faire ta collection avec 300 mètres de tissu. Moi, j'aime beaucoup ce côté collection capsule. En plus, je suis toute seule. Alors, je travaille aujourd'hui avec 2 couturières qui me viennent en renfort, qui sont pas très loin de la boutique. Mais je suis toute seule à tout gérer. Donc, dans tous les cas, ça serait compliqué pour moi de faire plus. J'aimerais bien, mais il faut que je trouve une solution. Parce que je suis toute seule à faire la création, le patronage, le modélisme, les prototypes, le montage, la peinture. Quoi. Voilà. Du coup, mini-prod, moi, ça me va très bien. J'aime beaucoup aussi ce côté exclusif de, effectivement, j'ai que 50 mètres, donc je vais pouvoir faire que 20-30 pièces. Divisé par le nombre de modèles dans la collection. C'est tout petit, mais par contre, ça sera une pièce que je vais faire pour la personne, parce que je fais qu'en précommande. Du coup, j'ai pas de stock mort, ça n'attend rien, j'ai juste mon rouleau pour la collection actuelle, j'ai mon rouleau de jean blanc. Tu me commandes un jean, je le fais. Et du coup, je sais pour qui je le fais. Et ça apporte un côté hyper humain à mon travail, parce que la couture, c'est pas ce qui me passionne le plus. De vraiment la couture. C'est pas, c'est pas ma tasse de thé, mais à partir du moment où je sais pour qui je le fais, il y a un côté, ok, je le fais pour, j'en sais rien, pour Camille. C'est cool. Et du coup, ça me donne une motivation de faire bien, de faire beau, et de faire en sorte qu'elle soit super contente quand elle va recevoir son colis, etc. Et j'adore cette petite touche
tout est à taille humaine, quoi. Ouais. C'est vraiment d'un humain à un humain. Et je trouve ça trop cool. Ouais. J'adore ça. Par l'entrée de une conscience de l'impact environnemental, tu as retrouvé aussi l'échelle humaine avec les clients, mais avec toi-même en fait aussi, parce que en entendant, enfin, ceux qui écoutent Qu'est-ce que la mode en général, c'est des gens qui sont dans le milieu, donc ils savent que avoir une marque c'est compliqué, mais c'est bon de le rappeler en fait aussi. Tu te dis ben oui, je pourrais faire plus. C'est vrai que ben il y a de la clientèle, t'as de la demande en plus. Je vois que c'est souvent en rupture de stock, surtout les bananes là, XXL à chaque fois. En fait, c'est aussi éthique pour toi-même, quoi. C'est à mon échelle, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, de toute façon, je sais que je pourrais pas faire plus, même si je le voulais. Ou alors, dans ce cas-là, il faut que je crée une équipe, que je fasse machin. C'est pas particulièrement ce dont j'ai envie maintenant. Ouais. J'aime beaucoup travailler seule et avec mes couturières qui travaillent comme des déesses. Mais voilà, pour l'instant, ça me suffit. Il va falloir que je me développe un peu plus forcément, mais voilà, c'est à mon propre rythme en fait, et ça j'aime beaucoup. Et voilà, c'est effectivement les gens, si c'est en rupture de stock, désolé, c'est en rupture de stock, j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà, c'est pas grave, et puis ça, voilà, c'est le sentiment un peu d'exclusivité et que c'est la vie quoi. Et c'est pas grave et ça rattrapera plus tard et ça, enfin c'est pas. Ouais. Mais c'est ça qui nourrit aussi ta propre créativité, la créativité aussi du consommateur, enfin de l'utilisateur, c'est ça qui est bien. On parlait donc de fin de stock, micro-collection. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu shifts la temporalité. C'est que normalement, une collection, elle est liée au temps et aux saisons. Là, en fait, elle est vraiment liée à la matière première, en fait, au volume. Et du coup, tu peux très bien avoir une seule collection, par exemple, en un an, parce que tu te dis, en fait, ça dure sur un an. Ou bien, tu peux en avoir pour 3 mois, c'est ça? C'est ça. Alors, j'essaie quand même de suivre un minimum la météo. Histoire de pouvoir s'habiller quand même. Mais oui, effectivement. Alors, j'essaye d'être quand même assez régulière, enfin de faire au moins 2 collections par an. Avec, pourquoi pas, des petites pièces exclusives de temps en temps. Si le cœur m'en dit. Mais j'essaie quand même de respecter un minimum. Ce qui est très dur à gérer, c'est le tissu, effectivement. Déjà parce que je sais jamais sur quoi je vais tomber. Et que le tissu, en fait, va driver toute ma collection. Oui, c'est ça qui t'anime, quoi, vraiment. C'est ça qui m'anime, et c'est qu'en fait, je ne crée pas de collection tant que j'ai pas trouvé le tissu. Ok. Parce que c'est de la seconde main. Donc, j'ai pas le choix que d'attendre de trouver le tissu parfait pour créer la collection derrière. Même si j'ai toujours une idée de ce que j'ai envie de créer, c'est le tissu qui va venir driver le tout, ça c'est sûr. Après, oui, c'est vrai que pour moi, le tissu, c'est un peu le centre de toute la collection. C'est que j'ai trouvé ce tissu-là, ok, j'ai que 40 mètres, donc je peux faire tant de pièces. Ok, je vais créer la collection tout autour, même s'il n'y a que de 3-4 modèles. Tant pis, c'est pas grave, moi ça me fait marrer, c'est cool. Et puis s'il n'y a plus de stock, il n'y a plus de stock. Et c'est pas grave, on recommence, on fait autre chose. Et ça va être une collection qui va sortir à un moment complètement pas du tout normal, entre guillemets, par rapport au calendrier de la mode. Mais je m'en fiche. Enfin, en fait, je m'en fiche complètement. Mais ça, mais du coup, c'est ça qui est... En fait, tout naît justement pour la créativité. Du coup, tu dis, c'est comme ça qu'elle arrive, voilà, tu lui donnes un rythme. Ça veut pas dire que tu laisses aller. Non, je vois que sûr. Il y a quand même de la discipline et de la rigueur dans ce que je fais. Mais... Et puis, pour être freelance, il en faut de toute façon de la discipline. Ouais, clairement. Ouais. Si on n'est pas discipliné, c'est très compliqué, hein, ça c'est sûr. Et justement, est-ce qu'on pourrait approfondir ton rapport à la matière, parce que on a vite fait un peu teaser en disant mais tu retravailles par-dessus, donc tu la chines, tu tombes dessus, ça fait des étincelles dans ta tête et dans ton cœur, dans les mains aussi, parce que du coup c'est très tactile, ouais. Ah bah oui, quand on voit le velours côtelé que tu avais, comment elle s'appelle cette Just Kit. Oui, voilà, c'était sur cette collection. Le bleu ciel, enfin voilà. Mais justement, tu les laisses pas comme ça. Déjà, tu vas travailler la coupe, mais après, voilà, qu'est-ce qui naît dans ta tête quand tu vois une matière et comment tu arrives après à les retravailler? Waouh, qu'est-ce qui naît dans ma tête? Ah la vache, je rumine beaucoup. C'est-à-dire que même si j'ai un énorme coup de cœur pour une matière, je vais pas l'acheter tout de suite. Je vais attendre quelques jours, quelques semaines, histoire de
d'être sûre de mon choix, de déjà un peu prévisualiser ce que je peux en faire. Ce qui est une période très compliquée parce que du coup je suis complètement renfermée sur moi-même. Qu'est-ce que je peux faire. Bon, j'adore ça aussi. L'idée de venir, parce que du coup je peins sur quasiment toutes mes matières, l'idée de peindre est venue, alors c'était pas complètement par hasard, mais c'était pas du tout prévu que ma marque tourne autour de la revalorisation du tissu par la peinture. C'était pas du tout prévu, je sais pas ce qui m'a pris. Mais ça me faisait marrer. Ça a vraiment énormément plu aux gens. Et du coup, je me suis dit, vas-y, go. Et ça se trouve, dans 2 ans, j'arrêterai, je ferai plus de peinture, je ferai, j'en sais rien, de la broderie, ou je sais pas. Mais, je sais pas, la peinture, c'est fun quand même, quoi. C'est vraiment cool, ça apporte une touche hyper originale et c'est hyper intéressant. Et dans la peinture, en plus, il y a des techniques différentes qui vont venir revaloriser ton tissu. Que ce soit de la lino, que ce soit du pinceau, enfin peu importe. Il y a tellement de façons d'apporter de la texture en plus de la texture du tissu. Que c'est génial, quoi. Enfin, c'est un monde infini de solutions et d'idées, de création, de couleurs, Par exemple, je suis déjà en train de travailler sur la prochaine collection de cet hiver. J'ai du velours côtelé que j'aimerais peindre. La problématique étant, va peindre du velours côtelé sans que ça soit tout rêche, tout machin. Et du coup, là, ça fait 3 semaines que je suis en train de faire des essais sur des petits bouts de velours, machin, pour essayer de trouver une solution. Quelle peinture pourrait quelle peinture, sécher quelle technique, pour pas que ça rende tout rêche, le poil du velours, etc. Quelle technique est-ce que je peux utiliser? Ça se trouve, j'en trouverai pas. Mais au moins, j'ai envie de tester. Et c'est cette phase-là de vraie recherche, parce que là on est vraiment dans la recherche, on n'est même pas dans l'esthétique, c'est vraiment en mode tu prends ton pinceau et tu fais des trucs, c'est moche mais tu t'en fous, c'est juste pour tester l'effet de la texture, et c'est ça qui est fascinant, quoi. Ce côté, il faut, ok, j'ai ce tissu, je sais déjà à peu près ce que je vais en faire, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre encore plus beau à mes yeux, parce que c'est très subjectif, mais pour le rendre encore plus unique. Parce que du velours côtelé, t'en as partout. C'est pas non plus, voilà, c'est pas une matière rare. Mais voilà, j'ai besoin de trouver ce côté qui va le rendre original et qui va faire que, voilà, c'est Marthe Duval et tu le trouveras pas ailleurs. C'est retravailler la couleur, par la couleur. Par la couleur, la texture. La texture, moi, ça me fascine. Enfin, c'est ce qui me drive, quoi. Clairement, Mais c'est comme ça que du coup, tu te retrouves donc à... T'as fait de la lino, donc une gravure pour les nuages, c'est ça? T'as créé en fait le tampon. Ouais, exactement. Il y a du tie and dye, enfin du shibori aussi, c'est connu. Là pour la collection actuelle, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. T'es dans des seaux. Ouais, c'est pas très glamour, mais j'adore. De peinture, d'encre, c'est de l'encre plutôt? C'est de la peinture. C'est de la peinture. Ouais, c'est de la peinture textile, mais ça ressemble un peu à l'encre tellement c'est fluide. Ok. Ouais. Donc en fait, tu découvrais en plus plein de techniques. Couleurs, quoi. Mais complètement. Et parce qu'en plus, je suis pas du tout... encore une fois, je ne sais pas dessiner. Alors, j'ai pris beaucoup de cours de dessin quand j'étais petite, mais je découvre moi-même au fil des collections des techniques de dessin, de peinture que je connaissais même pas, quoi. Et c'est génial. Ça, c'est hyper excitant de dire, tiens, c'est quoi le shibori, machin, vas-y, je vais faire des tests. Oh, mon Dieu, c'est incroyable sur du jean blanc, c'est génial. Vas-y, je prends du jaune et du bleu, c'est rigolo. Et bim, vas-y, c'est parti, quoi. Et c'est génial d'avoir cette excitation à chaque fois que tu fais une collection. Ouais, d'explorer, en fait. Ouais, d'expérimenter. Ouais. J'adore. C'est trop bien. Mais du coup, c'est fou parce qu'on dirait, donc à chaque projet, une nouvelle marque. Mais en fait, moi, je me dis, j'aime bien trouver, en fait, le fil rouge. Des fois, c'est vraiment explicite, des fois pas. Ouais. Mais quand je vois, du Marthe Duval, je vois cette expérimentation, mais je vois aussi beaucoup de poésie, en fait. Parce que là, on parle d'exploration, tout ça, ça paraît technique ou... Enfin, voilà. Mais comment est-ce que tu cultives... Alors, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, je vois beaucoup de poésie. Oui, non, mais on me le dit très souvent. Mais du coup, comment est-ce que tu cultives ça, ton univers, en fait? Est-ce que c'est des références artistiques, c'est justement ton exploration justement technique ou c'est justement chinant même pour toi perso, pour du vêtement, enfin voilà, t'as besoin de trouver un vêtement puis tu tombes là-dessus puis enfin, je sais pas. Comment est-ce que là là, c'est une super bonne question.
Beaucoup dans les... Non, c'est vrai que je trouve beaucoup mon inspiration dans les tableaux. Ok. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais. Ça aurait pu être complètement autre chose. Je regarde absolument pas les défilés, les hautes couture, machin. Je m'en fiche complètement. C'est très beau, Ouais. mais je m'en fiche. Enfin, voilà, ça me touche pas particulièrement. Ouais, je pense dans les tableaux, dans la nature beaucoup. Ok. Genre dans les fleurs et dans les couleurs, Ah oui. dans les couleurs Ouais. des arbres et des trucs comme ça. Ça va faire gros hippie. Mais ouais, dans la Non, nature, non, mais beaucoup. c'est trop beau. La nature. La nature. Continue tes promenades et nourris en toi. L'amour de la nature, c'est la meilleure manière d'apprendre tout ce qu'il faut savoir de l'art. Vincent Van Gogh. Oh. C'était Oh. une lettre à son frère Théo. Voilà. Donc, c'est Oh. pas du tout hippie, c'est du Van Gogh. Oh putain. Oh, voilà. Oh, voilà, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Ouais, non, mais oui, c'est vrai. Enfin, genre, la nature, c'est quand même un... Et visuellement, c'est un truc de malade. Ouais. Enfin, tu peux, moi, la semaine dernière, je buvais un café dans un café à côté de chez moi. Et il s'avère qu'en face de la table où j'étais, il y avait un espèce de mur de lierre énorme, un mur végétal, mais genre vraiment de 10 mètres de haut, c'était incroyable. Et il y avait un vent de malade. Mm. Et t'avais le lierre qui décollait. Et j'étais là, mais mon Dieu, c'est incroyable. Et j'ai passé, mais je pense, 10 minutes là, juste à regarder les mouvements et les couleurs qui s'en dégageaient. Je sais Non, pas, c'était un truc. Et en plus du fait que ce soit la nature dans la ville, déjà, il n'y avait pas beaucoup de nature dans une ville, Ouais. mais qui est cet énorme truc vert qui bougeait dans tous les sens et qui était. En plus, il faisait moche, donc il faisait gris. Le ciel était gris, bleu, noir. Enfin, c'était incroyable. Ah. Et tu vois, petite pause. Hop, tu regardes ça, tu t'arrêtes, t'es là. Attends, mais oui. Mm. Enfin, juste, c'est. Et j'en sais rien si ça va m'inspirer ou pas. Mais c'est juste beau et voilà, faut s'arrêter et juste profiter et regarder. Mm. Et puis après, ça fait du bien, quoi. Bah oui, ça nourrit notre âme. Ouais, carrément. Mm. C'est un bonheur. Mm. Donc, ouais, la nature. Ouais, Et la les nature. tableaux, alors, là, c'est quel style? Bah, un peu, t'as Tout. un art particulier ou une époque, non? Pas du tout. Ouais. J'ai vraiment T'aimes bien tout. Alors, passer j'aime sur beaucoup quoi? l'art moderne. Mm. Énormément. Pas forcément Renaissance, etc. Enfin, je pourrais aller à des expos sur l'Antiquité, etc. Je vais pas être touchée, par contre, je peux toujours prendre une couleur particulière ou un drapé. J'avais vu une exposition de drapé au Ah Musée oui. des Beaux-Arts. Ouais. Incroyable. Voilà, ça peut être un mouvement d'une robe dans un tableau ou des fleurs. Ou tout. Je sais pas, un truc avec le trait de pinceau, enfin, le coup de pinceau. Ah oui, la trace. Ouais. Ça, Ça, j'aime bien les traces de ouais. pinceau, j'avoue. Quand tu Ouais. le vois derrière toi, d'ailleurs, c'est quand Bah même... oui, mais ça, On y est. vient dans dans ta collection aussi, sur, je sais plus le nom. Ah, Colette? Ouais, Colette, ouais, voilà. ouais. Ouais. Où la langue se diffuse comme ça, là. Mm. Enfin, Ah ouais, mais ça me... Je pense que je pourrais regarder ça pendant des heures, quoi. hmm, Juste l'encre qui fuse sur le tissu, je trouve ça fascinant. clairement. Ouais. Pour revenir aux vêtements, tu vois, c'est Mm. ce que tu nous partageais sur la créativité et sur comment tu nourris justement cette culture, cette poésie. Est-ce que c'est ça auquel t'invites en fait les gens à avoir dans le vêtement? Est-ce que c'est justement un instant de poésie Mm. quand on est habité justement, enfin habillé plutôt par... Bah, je pense que oui, quelque part, j'essaye de transmettre mes goûts forcément par mes vêtements, parce que Ouais. c'est comme ça que je m'exprime. Ça aurait pu être complètement autre chose, mais c'est comme ça que je m'exprime. Je pense que oui, quelque part, j'essaye de, de traduire mes idées et mes inspirations dans les vêtements, et donc de les transmettre derrière aux gens qui m'achètent les vêtements. Hmm. Et effectivement, je pense que les gens qui m'achètent des pièces n'achètent pas juste parce que c'est un jean jaune. Ils l'achètent parce qu'il y a toute une histoire derrière. Hmm. J'essaye vraiment de construire les collections autour d'un thème en particulier. La collection actuelle, c'est un tableau, d'ailleurs, improbable. Mais celle d'avant, c'était les années 70, le rétro, etc. Celle encore d'avant, c'était les nuages. Mm. Encore une fois, la nature, on y revient. Mais j'essaye vraiment de les transporter et de les emmener dans un univers qui est complètement unique et de leur partager l'émotion que ça m'a procuré de faire cette collection parce que j'ai vu, j'en sais rien, un tableau ou je ne sais quoi. Et je trouve, pour moi, c'est hyper important de redonner du sens aux vêtements
Parce que, bon, déjà, les vêtements que je vends, c'est pas 10 € chez H&M. Donc, t'as quand même une certaine, voilà, t'as une valeur. Et c'est hyper important pour moi de revaloriser le vêtement et de revaloriser, du coup, l'artisan qui vient travailler derrière. Et ouais, c'est ça, un vêtement, c'est pas jetable comme ça, quoi. C'est vraiment, alors, ça peut l'être pour certaines personnes, mais je sais pas. J'essaie de redonner un peu le sens du vêtement bien porté que tu peux garder pendant des années, qui va être intemporel, parce que je refuse de suivre les tendances de machin, je m'en fiche. Moi, je veux juste créer un vêtement confortable, intemporel, que tu peux mettre autant aujourd'hui que dans 10 ans, et qui sera pas démodé. Ouais, parce qu'il y a eu une émotion, c'est Ouais. un sens émotionnel en fait Ouais, complètement. qu'on va vivre en se disant, mais comme si on revient sur les tableaux, il y a un tableau qui t'est marqué là, aujourd'hui, tu vas le revoir dans 10 ans, il va te refaire quelque chose, parce que de toute façon, il va te faire penser à se souvenir de cette émotion, mais cette émotion, elle aura aussi évolué. Complètement. Et donc, en fait, c'est un peu ça, j'ai l'impression Oui, que c'est c'est vrai, ce sens émotionnel-là que tu as envie de écoute, partager. je le découvre avec toi. Oui, non, mais c'est Oui. totalement ça, c'est marrant. J'avais jamais réalisé, mais ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça fou. perdure, en fait. C'est beau. C'est beau ce que tu fais, du coup. Ouais, non, mais c'est cool, j'aime bien ce que je fais. Donc, Ouais. Franchement, merci beaucoup, justement, d'avoir pris ce temps de partager ce que tu fais, ton univers. Et petite dernière question que je pose justement à tous mes invités. Est-ce que tu aurais un ouvrage ou quelque chose qui t'a inspiré un jour tu nous as parlé de tableau et tout ça, mais peut-être que, voilà, pour ouvrir... Qui m'a inspiré un jour, c'est pas du tout un tableau. C'est un roman d'Émile Zola. Savoir que je suis une grande fan de cet écrivain. Malgré le fait que ça te mette en dépression à chaque fois que tu finis un livre, mais vraiment, je suis une éternelle amoureuse d'Émile Zola. Et au lycée, on m'avait fait lire un de ses romans qui s'appelle Au bonheur des dames, qui justement, alors peut-être complètement inconsciemment, ça m'a drivé, mais qui parle d'une jeune femme qui rentre au bon marché à Paris et qui va rentrer en tant que vendeuse dans les soieries, dans les tissus, etc. Et du coup, tout le vocabulaire du livre va tourner autour de la mode. Ouais. Et ça m'avait fascinée. Je sais pas combien de fois je l'ai lu, ce bouquin, mais ça m'a transportée. Ça m'a beaucoup émue, l'histoire étant l'histoire, mais au-delà de ça, c'est surtout les descriptions interminables d'un tissu, d'une soie. Alors qu'en soi, on pourrait dire c'est juste une soie, on s'en fiche. Mais là, ça va être des lignes et des lignes sur le tissage, comment ça tombe, le drapé, le machin. Et ça m'avait fascinée. Ouais. Voilà, donc lisez-le si vous l'avez jamais lu, il est incroyable ce bouquin, vraiment. En plus, l'été arrive là, du coup, de l'avoir, ça repose. C'est sûr, il y a des descriptions, mais tu te dis... Voilà, c'est juste magistral. Ceux qui savent écrire, voilà, toi tu écris pas, voilà, mais t'es avec la matière. Et il y en a qui posent des mots, chacun a son art. Et c'est vrai de s'inspirer les uns les autres, ça c'est super beau. Même à quelques époques d'écart. Oui. Écoute, comme quoi, c'est bien, les grands restent. Hein. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Marthe, pour ce temps. Et au plaisir de se retrouver et découvrir ce qui t'aura inspiré pour la prochaine. En attendant, bon courage pour la production de cette collection. Ça touche à sa fin. Bravo. Zoé. Merci de nous accueillir chez toi dans ton atelier. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode. Ça fait plaisir de recevoir des Lyonnais et des Lyonnaises dans cette série. J'ai découvert tes créations sur ton site internet et là j'en aperçois un petit peu. Et ça c'est le plaisir et la joie d'être accueillie dans l'atelier, donc merci. Pour les auditeurs en fait, on ne sait pas qui est Zoé Pignolet. Voilà, tu confectionnes minutieusement ces broderies. Et il y a un regard aussi très sensible dans les photos, parce que tu es artiste, brodeuse et photographe.
Tu associes les matières. On peut le voir aussi dans la photo. Il y a une vraie sensibilité d'association de matières. Je fais un petit teasing. Oui. Et donc, tu t'es lancée dans ta propre activité il y a quelques années avec ta marque éponyme, donc Zoé Pignolet. Comment est-ce que tes mains sont arrivées à la broderie? Comment tes yeux sont arrivés à la photo? Déjà, j'ai grandi à Paris et j'y suis revenue pour mes études supérieures. Donc, j'ai fait un BTS textile, un DMA, donc c'est un diplôme des métiers d'art en broderie. Ouais. J'ai aussi voyagé après une année, j'ai fait Erasmus dans une école de textile à Barcelone et je suis revenue une dernière fois à Paris pour faire une licence professionnelle, toujours à l'école, donc tout ça c'était à l'école du Perret, voilà, qui forme à la mode et tous les métiers un peu textile, mode et métiers d'art. Et pendant tout, enfin que ce soit les voyages ou même dans toute mon enfance, déjà mon père faisait beaucoup de photos et donc j'ai très vite été voilà, à observer les choses, à les regarder et avoir une sensibilité pour l'image et pour le cadre et la composition. Et en fait, c'est resté. Et j'ai continué beaucoup à faire de la photo. Jusqu'à maintenant. Alors aujourd'hui, j'en fais moins parce que je me consacre surtout à la broderie. Mais c'est resté et ça m'aide beaucoup. J'aime tellement composer. Enfin, il y a ce même rapport en fait de composition, de cadrage. Là maintenant, je travaille dans des boîtes. Alors est-ce que je m'en éloignerai ou pas? Je sais pas encore. Mais voilà, je travaille dans les boîtes. Comme on travaille, on a son viseur quoi avec l'appareil. Ouais. Tu as fini tes études, tu as fait ce voyage et il y a eu un temps justement dans des maisons sur Paris c'est ça. et tout ça. Donc personnellement, tu étais en train d'associer donc photo, broderie et après tu t'es retrouvée au quotidien aussi professionnellement. Oui, je voulais absolument travailler dans cette entreprise dans laquelle j'ai j'ai fait un stage d'abord pendant que j'étais en licence et j'étais embauchée à la suite. L'importance des stages. Oui, beaucoup et j'ai eu beaucoup de chance. C'était une très belle expérience et j'y ai travaillé 7 ans dans cet atelier de broderie à Paris où j'étais styliste broderie. Donc je faisais il y a toujours cette idée de composition. Donc il y avait des recherches selon ce que voulait le client, que ce soit des matières ou de faire des petits échantillons qui ensuite étaient donnés ce qu'on appelle les petites mains dans le milieu, nos brodeuses qui faisaient ça en grand, proprement. À une échelle, plus grande avec vraiment le bon temps, enfin combien de temps on va mettre pour broder, c'est très important. Ah oui, pour calculer ensuite dans le métier. Et je faisais aussi donc du placement par rapport au motif. J'ai travaillé le dessin sur ordinateur ou à la main. Et comme ça, avec mon poste, j'arrivais à suivre vraiment toutes les étapes de réalisation de la broderie, vraiment de la recherche jusqu'à la livraison des pièces aux clients. Ouais, avec tous les acteurs. Ouais. Donc que ça soit de la matière, des fournitures aussi, parce que dans la broderie, il n'y a pas seulement du textile. Je faisais pas forcément le sourcing. Ça pouvait arriver des fois avec... je suivais la collègue qui était en charge de ça pour voir un peu ce qu'on pouvait faire après en termes de recherche. Mais on avait c'était la manutention, c'était la caverne d'Ali Baba avec toutes les perles, les toupies, les tubes, les paillettes, les sequins, hyper riche en fil et tout. Aujourd'hui, c'est une des choses qui me manque le plus, c'est cette caverne-là de matière où il suffisait d'aller, de se servir et puis de créer quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu es en freelance, tu es en indépendante. Tu es arrivée sur Lyon. Qu'est-ce qui justement t'anime dans ce quotidien? Parce que, ok, tu as plus cette bibliothèque juste à côté du bureau. J'ai choisi Lyon parce que c'était plus calme et j'avais besoin après Paris de trouver un environnement plus calme pour la création, même plus tranquille. Donc je travaille depuis chez moi, j'ai mon atelier ici et je m'y sens très bien. Et en termes de matière, alors c'était pas facile au début de trouver forcément sur Lyon parce que j'avais mes petites adresses à Paris forcément. Mais ça m'a obligée à travailler avec ce que j'avais aussi.
Et notamment, là, dernièrement, pour un projet, j'ai été au parc de la Tête d'Or cueillir des fleurs. Ok. On ne dira personne. Je suis repartie avec des fleurs d'hortensia et du coup, après, je les sèche, je les consolide pour pouvoir les travailler après en broderie. Donc, Tu les intègres? Ouais, ouais. On peut le voir sur certaines œuvres. Il y a des fleurs, des pétales de fleurs séchés, et retravaillés, reteintes ou pas. Des fois, il n'y a pas besoin. C'est très beau au naturel. Bah oui, je connaissais déjà l'art de la fleur séchée, qui est déjà très fragile. Ouais. Mais là, en plus, donc broder, c'est-à-dire qu'on va faire des trous il pour l'intégrer la à percer. une... Donc, elle est travaillée avant pour vraiment la consolider et en faire un sequin, en fait, comme si c'était une paillette. Donc, ça devient une matière première. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la matière qui te fait créer, qui nourrit ta créativité ou qui te pousse, qui te met au défi en même temps? Aussi, après, comme je suis vraiment très inspirée par le végétal, enfin, c'est vraiment le thème principal de mon travail. J'ai beaucoup d'images d'inspiration, enfin, que ce soit mes photos ou ce que je trouve après sur Pinterest. J'ai une mine d'or de très belles images et qui m'inspirent vraiment au quotidien. Et donc, il y a cette envie, en fait, de recomposer, de recréer une nature un peu étrange avec des éléments comme ça pris à droite à gauche. Et donc, ce qui va m'inspirer, c'est vraiment les formes et la couleur. Et après, de recomposer tout ça. Et vient ensuite, c'est vraiment au fur et à mesure, c'est assez instinctif. Je vais avoir une image au début, je vais dessiner un peu, je vais écrire autour du thème que j'ai envie d'aborder. Et c'est une fois le métier monté, le métier à broder monté, que les formes se dessinent d'abord à plat et qu'après j'y apporte le volume, voilà, le travail de la matière. Est-ce que ça va être un travail végétal? Est-ce que ça va être du tissu réappliqué? Est-ce que c'est juste la couleur et c'est la transparence du tissu qui m'intéresse? Et au fur et à mesure, ça se compose comme ça, assez instinctivement. Et à la fin, je vais tout découper. Tout recomposer, là les choses prennent du volume et c'est ce qui m'intéresse justement dans mon travail de la broderie, c'est que il y a ce passage à plat technique et obligé, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est de me dire à la fin, ce sera plus sur le tissu. Je m'éloigne en fait de l'apprentissage même de la broderie ou de la broderie que j'ai pu faire quand je travaillais dans une entreprise. Après, il y a certaines maisons de couture qui voulaient des éléments en volume, ça se fait, je n'ai pas inventé, voilà, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est rendre la broderie sculpturale et que ça devienne une plante, un végétal ou quelque chose un peu étrange comme ça à part entière. Et prendre le volume, donc prendre dans l'espace en fait, et pas seulement un cadre à plat. À plat. Après, ça reste toujours dans des cadres. C'est pour ça que je dis, est-ce que dans ma pratique, un jour ça sortira du cadre ou pas, sans recherche. J'y réfléchis. Mais j'aime beaucoup en même temps cette idée du cadre où finalement c'est une contrainte d'abord, mais c'est aussi après une grande liberté parce que, je sais pas comment dire. C'est une fois qu'on sait, voilà, on a ses limites, finalement à l'intérieur on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et quand je vois justement quand tu dis le métier monté, enfin pour ceux qui connaissent pas, pour les auditeurs et auditrices, en fait c'est vrai que ça fait comme un cadre photo, vraiment. Toujours encore. Et sauf que du coup quand on a une photo, on prend la photo puis on met dans le cadre, alors que là c'est le cadre, c'est comme si on allait créer la photo ensuite. Là c'est un peu comme une feuille blanche en fait. Et si je fais une composition là sur le tissu, c'est juste pour essayer d'en user le moins possible et de mettre les formes pour optimiser un maximum le tissu. Et mais après voilà, la broderie s'arrête pas là du tout. Au contraire, elle a une deuxième vie après encore. Et tu fais ton propre laboratoire de création en fait. Donc parce qu'il y a cette première partie et ensuite cette mise en volume. Et parce qu'on pense broderie, on se dit mise en volume, du coup posée sur un corps, dans un vêtement, mais pas obligatoirement. En fait, en elle-même, elle peut exister
Voilà, être juste là. Et ce volume, comment il tient? Enfin, c'est une technique par des fils tu vas tirer un fil, ça va En fait, je travaille beaucoup avec du fil de fer. Mm. En fait, toutes mes broderies sont armaturées finalement. Et c'est ce qui leur donne leur forme. Et je travaille beaucoup par découpe. Ouais, il y a toujours deux travails. Le premier travail qui est vraiment sur métier, et le deuxième où ça va être réassembler les formes entre elles pour créer un nouveau volume Mm. et les faire dialoguer. Mm. Ouais, c'est juste sublime parce qu'en fait, elle existe en elle-même, en Ouais, fait, la broderie. C'est pas un ornement dans le sens péjoratif du terme, oui, dans bien le sûr. sens, Ouais, ouais. ben oui, c'est en plus. C'est le Voilà. propre de la broderie, voilà, c'est d'orner et de venir animer un peu un vêtement, Exactement. c'est bon, c'est le décorer, hein, voilà, c'est le Oui, mais principe ça même l'anime, à ça lui donne une l'origine. vie alors que c'est Voilà, pas un ornement superflu. oui, Voilà. c'est ça, oui, oui. C'est que je cherchais comme, Non, comme mot. enfin, souvent, c'est vraiment, enfin, depuis le début de la broderie, hein, au début, c'était pour le religieux, donc c'était vraiment broderie d'or, enfin, c'était pour magnifier vraiment les costumes. Après, enfin, on Mm. le retrouve sur les uniformes. Donc c'est toujours un plus qui est riche. Et là, il devient riche tout seul. Et oui, c'est vrai que Avec quelques heures quand même de travail derrière. beaucoup, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je tenais en fait à ce... J'ai beaucoup apprécié de travailler dans l'univers de la mode et de la haute couture. Enfin, aucun regret. C'était vraiment, Mm. vraiment génial. Mais depuis que je crée, enfin depuis l'école et ensuite quand je crée pour moi-même, il y a cette envie vraiment de faire, de retirer la broderie de son cadre d'origine et le mettre. Mm. Bah alors, du coup, là, je le mets dans mes propres cadres ou dans pas de cadre du tout, mais il y a vraiment cette envie, voilà, de s'échapper un peu, de se déployer autrement, Mm. hors la contrainte du vêtement. Mm. Ouais, c'est vrai que là, du coup, il n'y a plus de contraintes. Enfin, ou alors c'est celle que je m'impose, mais la broderie peut même rester un peu fragile. C'est pas grave. Mm. De toute façon, elle est pas vouée à être utilisée. Elle devient un objet d'art et de décoration. Donc, Mm. Ouais. sans la manipulation derrière, ça laisse libre dans les formes, quoi. Du coup, c'est ça, cette définition de la mode derrière, c'est s'échapper de l'habit, Oui, en fait, aussi, et de ce qui nous a permis de développer des techniques, des bien savoir-faire au sûr. fur et à mesure Ouais, de ouais. son histoire, et de faire vivre, en fait, enfin, un des savoir-faire Ouais, en lui-même, enfin, ouais, lui donner sa indépendamment. propre vie, Oui, en quelque sorte. ouais, c'est Mm. ça. Ouais. C'est une magnifique vision aussi de ce qu'est justement la mode, je trouve. Ouais, enfin, et puis, je pense que la mode, du coup, enfin, je l'ai connue beaucoup avec la haute couture. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte au fil des saisons qu'il y a vraiment un dialogue entre les maisons. Mm. C'est implicite, ils ne le savent pas forcément, qu'ils cherchent autour du même thème. Enfin, après, je connais pas vraiment les ficelles des inspirations de chaque maison de mode, mais les mêmes thèmes ressortent. Donc, enfin, je trouve ça un côté assez fascinant, en fait, de se dire... Enfin, ça représente vraiment le fait qu'on vit dans le même monde et qu'il Mm. y a une évolution comme ça des gens ensemble. Et on va tous traiter différemment des informations, mais ça va donner des thèmes. Et c'est ce qui a toujours été très intéressant dans la haute couture, notamment, c'est que ça représente en fait l'époque dans laquelle on vit. Mhm. Euh, bon, plus ou moins, parce qu'après, il y a les robes de princesse. Bon, là, ça reste Les classiques. des grands classiques, mais si on fait un peu attention, si on va plus loin, on peut vraiment ouais, les fils conducteurs de les grands événements qu'il y a pu y avoir. Alors, des fois, ça arrive après, mais Mm. on peut se rendre compte, voilà, dans quelle époque on vit. Et après, comme je m'en suis un peu détachée de la mode, du coup, l'objet d'art, il devient un peu intemporel finalement. Il n'y a plus cette idée de temps. Et après, si De moi, saison. de saison, mais alors moi, je vais m'intéresser aux saisons, mais aux vraies saisons, le printemps, l'été, voilà. Ouais. Parce que ce cycle me fascine aussi, enfin, m'intéresse énormément.
Ouais, il n'y a plus non plus cette obligation de à tel moment il faut sortir tel parce que c'est un peu ça aussi la mode, il faut répondre à un calendrier, répondre à des demandes ou créer la demande. Enfin, c'est ce qui peut gêner un peu aujourd'hui, voilà, avec l'état actuel de la terre et de tout ce qu'on dit à propos de la fast fashion. Voilà, c'est ralentir, prendre le temps et créer un à côté où il y a une respiration en fait au-delà de la mode, au-delà de... Alors évidemment, je suis dans l'air du temps finalement un peu parce qu'il y a un retour à l'envie, à la nature. Et à l'artisanat aussi. À l'artisanat aussi qui est très très fort en ce moment. Et ça découle clairement de l'histoire aussi de tout ce qu'on vit. Enfin, c'est clairement. C'est une suite logique. Mais donc là, je m'inscris là-dedans. Donc peut-être que je suis un peu à la mode. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. Enfin, moi, j'ai besoin de ça et je suis ravie quand les gens me disent que c'est poétique parce que ça veut dire que ça fait rêver et que on a besoin de ça aussi, de s'échapper un peu et de retrouver voilà, ce qui nous... Enfin, moi, les formes de la nature m'animent profondément. Je trouve ça merveilleux. Enfin, et puis tout... Que ce soit un coucher de soleil ou l'été quand il fait chaud, les herbes sèches, les odeurs, enfin voilà, donc il y a tout ça qui me fascine et que j'essaye de retranscrire dans mon travail et si ça fait écho à d'autres, alors Et ben justement, bienvenue dans le monde de Zoé Pignolet, justement on peut découvrir tes créations sur ton site internet et ton Instagram aussi. Je mettrai en description. Merci en tout cas pour cette invitation du coup à sortir du cadre et à créer aussi son propre cadre pour observer la nature, se reposer, rêver. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce podcast vous plaît ? Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.